Oui, alors je peux en penser quelque chose, puisque Simon Liberati n'est pas un inconnu pour moi, c'est un vieux camarade de lutte, dont j'ai subi la dieudonisation, ça serait un nouvel adjectif, c'est-à-dire un lâchage du jour au lendemain intégral en race campagne, et surtout un type qui est passé, enfin qui se retrouve aujourd'hui à l'inverse de ses convictions de jeunesse. Puisque Simon Liberati était un ami, un camarade, on écrivait ensemble au journal 20 ans, il était marxiste comme moi, il était même membre de notre collectif communiste des travailleurs des médias, très critique comment dirais-je, de l'idéologie dominante actuelle, assez admirateur, même sur le plan esthétique et un peu, je dirais, mondain, décadent, d'une certaine esthétique du Troisième Reich. Donc il adorait la doctrine marxiste pour sa rigueur, et il était assez charmé, je dirais, par l'esthétique Hugo Boss, vous voyez. Et tout ça le positionnait très très loin, d'ailleurs comme on peut le vérifier par son œuvre journalistique de l'époque, le positionnait très très loin de Bernard-Henri Lévy. Alors aujourd'hui, il a intégré l'écurie Bernard-Henri Lévy, et il est une des créatures de Bernard-Henri Lévy, ce qui lui permet, comme Yann Moix, autre antisémite retourné, alors lui, c'est pas spéculatif. Hein, Mais l'Express a publié il y a quelques jours des dessins et des textes antisémites et négationnistes de Yann Moix. Il avait 21 ans. Celui-ci est titré « Ouchoyage » de mots entre le nom de l'émission de TF1 et la Shoah. Il montre un déporté qui joue de la guitare devant des fours crématoires et des cadavres. BHL est décrit comme un philosopheux sodomite sioniste au nez long dont le crâne n'a pas été rasé par les amis d'Adolphe. Ça a été... Et d'ailleurs, on voit qu'on peut avoir été antisémite et être entièrement réhabilité. Peut-être que Dieudonné se dit que c'est possible pour lui aussi, mais à mon avis, il rêve un peu. Mais donc, comme Yann Moix, notre ami Simon Liberati obtient le Renaudot, qui est on va dire la dernière marche avant le Goncourt. Je rappelle qu'il a monté toutes les marches progressivement, le prix de Flore par Bec BD, après il a eu le prix Femina, et puis là il a le Renaudot, c'est-à-dire qu'il monte en grade dans la hiérarchie littéraire française, avec un problème fondamental, c'est que comme il est le protégé de BHL et que ça se sait, et que BHL est détesté par tout le monde, même s'il terrorise tout le monde. L'autre a eu le Renaudot, mais tout le monde sait que la littérature de Liberati est très illisible, amphigorique, et que ça peut pas faire des ventes de masse, c'est-à-dire qu'il vend rien. D'ailleurs, comme il vend rien, BHL lui a trouvé une autre source de revenus, qui est de devenir grand intervieweur à Paris Match. Il a droit maintenant à la couverture de Paris Match, c'est-à-dire interview je crois d'ailleurs, de Bernard-Henri Lévy en Ukraine. Alors ce qui est incroyable, c'est pour un type qui aurait été fondamentalement pro-Poutine et anti-ukrainien très profond, il se retrouve, pour intégrer et être maintenu dans le culturo-mondain, à faire l'apologie de BHL en Ukraine. C'est pour vous dire la dimension de retournement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comme ça a été un camarade, c'est de faire essayer de comprendre la psychologie. Et en fait, Simon était un type intelligent, un type talentueux, un type cultivé, qui avait quand même une faiblesse profonde. C'était un défaut de virilité. Et quand je dis de virilité, c'est virilité au sens global. Manque de virilité physique et manque de virilité, je dirais, intellectuelle. Et moi, je pense que la virilité est consubstantielle à la morale. Hein. Il y a vraiment un truc, d'ailleurs, c'est pas pour rien que le système promeut le féminisme et la féminisation. C'est qu'effectivement, il y a un lien entre la virilité physique, la virilité morale, la virilité politique, etc. Et la fragilité de Simon, c'était un manque de virilité, y compris conceptuel. Il avait beaucoup de mal à faire un plan avec des catégories qui soient des vraies catégories en journalisme. Ça partait un peu dans tous les sens, et il n'avait pas cette capacité de produire des catégories réelles. À la base de la pensée, il y a ça, la capacité de produire des catégories. Une fourchette est une fourchette, un couteau est un couteau, une cuillère n'est ni une fourchette ni un couteau. Et en fait, quand tu penses, tu ordonnes, tu classes. Et pour ça... il faut être capable de produire des catégories qui soient efficientes. Et vous verrez que toute la philosophie, toute la pensée rigoureuse part de ce principe. Chez Castoriadis, il appelait ça la logique ensembliste identitaire. Il a toujours trouvé des formules pour essayer de faire croire qu'il avait inventé des trucs que tu retrouves dans toute la philosophie classique avant lui. Et donc, Liberati, finalement, ce défaut de virilité profonde, finalement, petit à petit, à la mesure qu'il vieillissait et qu'il grandissait et qu'il s'éloignait de l'idéal adolescent, et de la frugalité adolescente. Quand on est adolescent, on est capable de manger au McDo, de vivre dans des squats ou des chambres de bonne, et puis petit à petit, on a besoin d'une meilleure nourriture et d'un meilleur confort. Moi-même, je l'atteste. Et son manque de virilité l'a rendu fragile et perméable, je dirais, à la corruption. Et là, on est dans du Balzac. Hein. Voilà, on a d'Arthez, on a Rastignac, on a Rubempré. Alors, Rastignac, c'est le cynique dès le départ.
D'Arthez, c'est le pur jusqu'au bout, qui est le plus viril. Et puis on a Rubempré qui bascule de d'Arthez à Rastignac, parce qu'il est un peu féminin, un peu fragile. Hein. D'ailleurs, il est un peu amoureux, etc. En attendant, le succès de ses articles et la conquête de Coralie étaient deux triomphes à tourner une tête moins jeune que celle de Lucien. Il eut la maladresse d'afficher sa réussite et pire encore pour se faire des ennemis, d'exhiber son bonheur. Coralie emmenait Lucien dans toutes les soirées, toutes les fêtes, toutes les boutiques à la mode où elle offrait à son journaliste les bons costumes pour qu'il brille à son bras dans le tout Paris. Elle voulait apprendre à Lucien à jouer avec la vie, comme elle savait le faire sur scène. Mais de l'art et de la gloire littéraire, il n'en était plus question. Du coup, quand on passe de l'adolescence un peu idéaliste et frugale à l'âge adulte, et qu'on est fragile parce qu'on a une féminité profonde en soi, eh ben on commence à trahir. Et c'est ce qu'il a fait. Et historiquement, je vais rappeler qu'à un moment donné, il pondait des articles. Dans 20 ans, on avait comme patronne Isabelle Chazot, qui était notre rédactrice en chef, et les patrons du journal 20 ans étaient les Dupuis, qui sont en fait d'extrême droite. C'est ça qui était marrant. On faisait un magazine pour jeunes filles officiellement, qui était bien plus qu'un magazine pour jeunes filles. On était des marxistes de combat, et on avait toute liberté dans un journal dont les propriétaires étaient les Dupuis, et qui était en fait d'extrême droite. Mais c'était le charme de l'époque, hein. Ça renvoie au charme de Beckett et ce charme étrange de la France des années qui s'est prolongé jusqu'à la fin des années 80, où effectivement il y avait des gens de très à gauche, potes avec des gens très à droite. Il y avait quand même une espèce d'aristocratie de l'esprit et réellement une liberté française qui a disparu et qui fait que Liberati est obligé de tapiner pour BHL, moi d'avoir quitté le pays, et que la France s'est effondrée alors que c'était le phare de la culture mondiale jusqu'en 1950. Hein. On assiste à un effondrement progressif où on est en train de sortir de la carte du monde sur tous les niveaux, économiques, géopolitiques et culturels. Voilà. Et dans ce marasme, Liberati, quelque part, écrit quand même pas mal et a une culture, une perversité qui fait que moi, je dirais jamais que c'est de la merde. Je dirais une chose, c'est qu'il écrit toujours le même livre et qu'il se base sur son premier succès qui est Anthologie des apparitions, qui a été un bon livre parce que je l'ai réécrit. Hein. Et quand je dis que je l'ai réécrit, l'histoire elle y était, mais il y avait ce manque de rigueur, ce manque de structure, ce manque de virilité qui faisait que quand j'ai retravaillé, puisqu'en fait il m'a filé son manuscrit, je lui ai dit il y a un énorme potentiel dans ce livre, mais malheureusement il y a des parties très inégales, c'est un peu confus, et je lui ai dit je te propose un truc, je vais t'aider à le réécrire. Donc j'ai fait un audit, j'ai pris le manuscrit pendant des jours et j'ai annoté tout ce qu'il fallait revoir, et au niveau de l'inégalité des phrases, qui passaient de très bien écrites à moins bien écrites, avec un problème que j'abordais tout à l'heure, c'est une incapacité radicale de comprendre ce qu'était la ponctuation. C'était quand même étrange, c'est qu'il était à la fois très, très proustien et très raffiné sur certains trucs, et complètement rappeur de 14 ans sur d'autres. Il y avait ce côté d'effondrement de niveau à des endroits, et donc j'ai fait un audit complet du bouquin pour garder ce qui était le meilleur, montrer ce qui était bon, comment il fallait tout amener à ce niveau-là, etc. Et je suis parti à la campagne chez lui pendant une semaine, où 8 heures par jour, ensemble, je lui ai fait part de toutes mes remarques, et on a amélioré le manuscrit. Et il a eu cette grande intelligence, parce qu'il sait que je suis plus intelligent que lui, plus viril que lui, plus courageux que lui, c'est d'accepter tout ce que je lui proposais. Et ça a produit un manuscrit qui était d'une telle qualité que, alors qu'il avait déjà une proposition d'édition chez un éditeur très secondaire, je lui ai dit, moi je vais le proposer à Bec BD, ça va forcément plaire à Bec BD, parce que c'est sur une certaine mondanité décadente que Bec BD admire, alors qu'il n'en était pas, parce qu'il est arrivé un peu trop tard. Il la fantasme. Voilà, donc c'est l'histoire de Claude, de Marina, et puis elle est riche, et puis elle a la drogue, et puis elle a la frime, et tout ça fait une espèce de livre sur la grâce. C'est un livre sur la grâce et sur cette gloire que certaines personnes ont à l'âge de 15-16 ans et qu'elles ne retrouvent jamais. C'est proustien. Et effectivement, au lieu de faire signer un contrat à Simon Liberati, pour bien montrer le travail de réécriture que j'avais fait, qui s'appelle producteur, s'appelle éditeur, hein, c'est 2% du droit d'auteur, s'appelle éditeur, précisément. C'est comme producteur pour la musique. Hein. Et au lieu de faire un contrat comme c'était un ami, et que je suis toujours, moi, dans l'amitié chevaleresque, et que le contrat est un truc de bourgeoisie répugnante, je me suis dit, il est évident que tout ça va de soi. Je n'ai même pas contacté Bec BD directement. Je me suis arrangé pour que le manuscrit arrive à Bec BD,
et pour ne pas me s'oraliser l'affaire, en laissant à Liberati le soin de dire à Beigbeder ce que j'avais fait et ce qu'il me devait, tu vois. Et Liberati m'a dit, et c'est là où on voit la trahison, le manque de virilité, la dégueulasserie, c'est qu'il m'avait fait croire qu'il avait dit à Beigbeder tout ce qu'il me devait et tout ce que Beigbeder me devait, alors qu'il avait évidemment bien fermé sa gueule. Et moi, croyant que tout ça était donc bien en place naturellement entre honnêtes gens, j'appelle Beigbeder, je lui dis, écoute, sous-entendu, tu me dois un service, je sors un bouquin, comme tu me dois le bouquin de Liberati qui s'appelle Misère du désir, est-ce que tu peux me le chroniquer? À l'époque, il avait une chronique littéraire dans Voici. Et lui, comme c'est quand même un vieux copain et qu'il me respecte un peu et je l'impressionne un peu, il me dit bon d'accord. Et comme il a peur de se faire engueuler par la patrouille, de faire une critique de Misère du désir, d'un bouquin de Soral, dont déjà le mot d'ordre n'était rien sur Soral dans les médias, j'étais déjà cramé dès Misère du désir, dès 2004, et ben il fait un article, mi-figue, mi-raisin, où il dit que mon livre est pas grand-chose et qu'il n'y a pas de quoi le me diaboliser, mais il n'y a pas de quoi s'esclaffer, ce que j'estime une trahison parce que moi je pense qu'il avait intégré qu'il me devait le bouquin de Liberati, qui entre-temps, effectivement, il avait signé le bouquin et il voulait miser, il était directeur de collection chez Flammarion, il voulait miser sur ce bouquin. Ce qui prouve qu'il n'a pas mauvais goût en littérature à la base, qu'il aime réellement les livres, je ne vais pas lui contester ça, que c'est un littéraire, etc. C'est pas juste un mondain, il aimait, maintenant il est trop pourri pour avoir encore du goût, il est gâté, c'est comme un fruit pourri qui sent mauvais. Mais à l'époque, il avait encore cet élan. En fait, c'est toujours le problème de l'élan de l'adolescence qui s'essouffle et qui disparaît à l'âge adulte jusqu'à la dégueulasserie terminale, quoi. Je veux dire, c'est un peu ça. Et évidemment, pour maintenir le souffle de l'adolescence en place, il faut une virilité profonde. C'est pour ça que j'ai ce côté gamin encore et jeune qu'on me reproche parfois. Parce qu'en fait, je n'ai jamais renoncé à mes idéaux adolescents, ce qui demande beaucoup de virilité. C'est là où il y a un contresens. Pour rester jeune jusqu'au bout, compte tenu de la violence du monde, qui vous dit l'idéal de la jeunesse, c'est l'idéal, le réel étant le réel, tu dois y renoncer, on ne peut faire que des concessions, et il faut arrêter de rêver, le rêve, c'est pour la nuit et les enfants, tu vois. Et ben, en réalité, on te somme de renoncer à ta virilité sans jamais mettre en avant que en fait, c'est te soumettre et te prostituer. On te dit toujours, tu es resté jeune, sous-entendu, tu n'es pas passé à l'âge adulte. Voilà. Et moi, je veux bien réhabiliter l'idéal adolescent, parce que tout vient de là, et qu'un grand homme, là je parle pas de moi, c'est un type qui n'a jamais renoncé à son idéal adolescent, et qui pour ça peut finir comme Mandela, 27 ans de prison sans baisser son froc, ce qui n'est pas le cas d'autres en ce moment, parce que justement ils ont gardé cette flamme qui est la flamme de l'adolescence. Hein, voilà, c'est important. Et donc, je me retrouve à venir à une soirée de Beigbeder, dans l'esprit de me venger de ce que Beigbeder m'a fait, que j'estime une trahison. Alors qu'en fait, dans l'esprit, il a fait ce qu'il a pu pour m'aider sans se prendre la patrouille sur la gueule. Et ce qui est incroyable comme symbolique, c'est que c'est la première fois que j'emmène Dieudonné avec moi. Donc là, j'ai Dieudonné qui m'accompagne, et là, j'attrape dans une soirée organisée par Beigbeder dans une boîte de nuit, où il est avec sa cour, etc. Je l'attrape par le col, et je lui mets 2 gifles, qui est une violence un peu symbolique, et je comprends qu'il ne comprend pas pourquoi. Et là, je vois Liberati qui est là, parce qu'il est devenu entre-temps le meilleur ami de Beigbeder, ce qui est plus rentable qu'être le meilleur ami de Soral au Parti communiste. Et là, je vois qu'il longe le mur et il se barre. Et comme je suis quand même un mec d'instinct, je comprends en quelques minutes qu'en fait Beigbeder ne sait pas que c'est moi qui ai amélioré le livre et qui lui ai amené, et que l'autre salope, qui était jusqu'hier mon meilleur ami, s'est bien gardé de le dire, pour en quelque part me baiser la gueule et ne plus rien me devoir, et en sachant que si son coup d'édition réussit, il va surtout falloir qu'on oublie qu'il a été mon homeboy, tu vois. Et ce moment magique, tu vois, qui est là, moi, Dieudonné, Liberati, Beigbeder, en fait, symbolise tout ce à quoi on est arrivé finalement, c'est-à-dire à un Liberati totalement décadent qui réécrit systématiquement le même livre, qui me doit, qui n'intéresse personne sur l'histoire finalement d'un littéraire décadent un peu lâche et faible, parce qu'en fait, il se décrit lui-même, mais c'est pas intéressant. En fait, c'est comme Maurice Sacks, tu vois, tu l'écris une fois, ça, mais je veux dire, Maurice Sacks, Le Sabbat, c'est bien une fois, pour ceux qui l'ont lu, parce que c'est Liberati, c'est de quoi je parle, tu vois, c'est l'histoire d'un juif collabo qui meurt mangé par des chiens, mais c'est une vraie histoire, tu vois, et en fait, c'est le syndrome Maurice Sacks. Et pour prolonger, c'est pour ça que ça m'amuse de raconter tout ça, parce que ça, c'est du Balzac vécu, parce que moi, j'ai 65 ans cette année, et effectivement, tous les types qui sont en place aujourd'hui, je les ai connus, jeunes idéalistes, puis entrant dans la carrière à mesure de leur soumission, compte tenu de l'époque, parce qu'on n'est pas dans une époque héroïque, comme vous en rendez compte. Et Liberati, effectivement, en fait partie, on a été très proches,
Et aujourd'hui, il a le Renaudot, filé par BHL, qui était le mec qu'il détestait le plus en termes de figure morale et intellectuelle, et dont il est devenu finalement le porte-coton, entre autres. Je fais d'ailleurs remarquer que ce qui fait la valeur d'un mec comme Liberati dans l'esprit aussi de BHL, c'est que BHL sait très bien qu'il était mon homeboy, et c'est ce qui lui donne de la valeur. Parce que BHL, je suis sa bête noire, évidemment. Et aujourd'hui, d'ailleurs, tout le monde dit, le vrai mec, c'est Soral. Même Dieudonné, d'ailleurs, ils disent... c'est le vrai, c'est Danger, c'est Soral. C'est pas un intellectuel, Dieudonné, hein, c'est un artiste qui est d'ailleurs talentueux. En 2012, quand il présentait sa liste antisioniste aux européennes avec Soral, qui lui est un antisémite rabique, dangereux et non repenti. Et en fait, je vois très bien que ce qui donne de la valeur à Liberati, c'est qu'il a été le pote de Soral pendant des années. Il aurait beaucoup moins de valeur sinon, parce que sinon, il vend rien. Hein, voilà. Et ces gens-là, comme BHL, adorent retourner des purs, dont en fait la marque de pureté, c'est qu'ils avaient été proches de moi à l'époque de la jeunesse. Parce que c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. L'autre personnalité à défendre Yann Moix malgré les horreurs qu'il a écrites sur lui, c'est BHL, le philosophe défend Moix dans une tribune publiée par Le Point. Alors en fait, si BHL est aussi indulgent, c'est qu'il savait depuis longtemps, depuis 2007, c'est Le Monde qui l'a révélé. Ce qui veut dire que moi, ça me gêne pas. J'en comprends la mécanique, et je préfère être à ma place qu'à celle comment dirais-je, de Liberati, qui écrit un roman où il raconte qu'un vieux pervers de 73 ans baise avec une jeune fille, qui en plus dans la vraie vie est, comment dirais-je, son ex-belle-fille. C'est-à-dire que c'était la fiancée du fils de sa femme, qu'il a aidé à écrire un roman parce qu'elle veut jouer romancière, et qui en plus est moche, enfin qui est pas terrible, mais elle est jeune, quoi, voilà. Donc on est un vieil impuissant un peu dégueulasse qui a trahi tous ses idéaux de jeunesse et qui doit bézouiller difficilement, parce qu'il était déjà à moitié impuissant quand il avait 30 ans, hein, donc je sais pas ce qu'il en reste aujourd'hui, et qui d'ailleurs avoue que dans son livre décrit sa décrépitude physique et morale, parce que le truc marrant chez ces mecs-là, c'est que ils assument, ils disent bien sûr je suis une ordure, bien sûr je suis, tu sais, c'est la charogne de Baudelaire, et ils font de leur trahison et de leur laideur une esthétique, tu sais, pour dire finalement c'est de l'art pour l'art, tu sais. C'est le côté artiste d'avant-garde, parce qu'il a d'abord essayé d'être peintre avant d'être écrivain, et il n'était pas assez bon peintre, parce que comme disait l'autre, le dessin, c'était une phrase de... Enfin, je me rappelle plus, mais en fait, on peut pas tricher sur le dessin. En fait, quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Sur l'écriture, on peut apprendre, on peut travailler, et en fait, aujourd'hui, la littérature est moins exigeante en réalité que le dessin classique. Hein. Vous pouvez écrire assez bien, comme le fait d'ailleurs Liberati, vous pouvez pas dessiner comme Picasso jeune ou comme les grands maîtres italiens, c'est pas possible. Et en fait, il n'avait pas le niveau en peinture, je l'avais pas non plus d'ailleurs, j'ai fait les beaux-arts aussi. Et par contre, en littérature, par le travail, il a réussi quand même à être considéré comme un des mecs qui écrit le mieux. Ce qui n'est pas très dur, parce que la littérature s'étant féminisée aujourd'hui, c'est totalement effondré. Hein. Il a comme concurrent des gamines qui écrivent des romans de post-psychu, quoi. Hein. Je veux dire, par rapport à Virginie Despentes, c'est Marcel Proust. Hein, voilà. Mais le problème, c'est que de se décrire de manière complaisante pour faire semblant d'assumer sa trahison, sa déchéance, l'histoire d'un vieux dégueulasse qui baise sa belle-fille et qui accepte d'écrire un roman qui l'intéresse pas sur un sujet qu'il connaît assez mal, qui est les Rolling Stones, parce qu'en plus il n'a pas l'oreille musicale, Simon. C'est-à-dire, je reproche pas, il y a des types... Moi je suis très musicien, lui il l'était pas, il écoute pas de musique. Et il n'a pas de culture musicale. Donc on est quand même sur des sujets qui sont bricolés, et qui, contrairement au sujet de son premier roman, l'anthologie des apparitions, parlait vraiment de ce qu'il connaît, de ce qui comment dirais-je, le hante intérieurement. Alors ce Claude, c'est qui? C'est un minet, dites-vous, à la beauté luciférienne, qui michetonne un peu, quoi, qui fait partie d'une bande de picassiettes qui traînent autour des VIP, autour des stars. Ouais, j'avais un ami anglais qui avait une bonne expression pour ça, c'était les has-been. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas les has-been, il n'a pas été... Et il se considère comme s'il avait été quelque chose. Hein. Ouais. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a raté sa vie, mais qui n'en tire finalement, qui trouve ça normal, quoi. Bah oui, bah c'est normal, parce qu'à partir du moment où on vient d'un milieu un peu moyen, et puis qu'on n'a rien fait pour devenir quelque chose, on devient pas grand-chose. Ah ouais. Voilà, c'est normal. C'est Helmut Berger qui n'aurait pas rencontré Visconti, quoi, donc c'est pathétique, quoi, mais bon, ça arrivait à beaucoup de gens, finalement, hein, qui étaient assez jolis, qui avaient la lumière sur eux, comme ça, qui était ravissant, mais bon, ils n'ont pas travaillé, ils n'ont rien fait du tout, et finalement, ils ont fini très mal dans la poubelle, et c'est un peu son cas. Après, c'est soit du ressucé, soit des exercices de style sur des sujets qui ne sont pas profondément les siens. Donc c'est pas très habité d'une certaine manière, on va dire c'est clinquant, c'est brillant, mais il n'y a pas le truc qui fait que tu as envie de... Moi j'ai pas de temps à perdre, à lire
les confessions narcisso-perverses de Simon Liberati. Alors après, je vois très bien le message qu'il m'envoie à distance, d'une certaine manière. C'est moi au moins, le diable a bien voulu de mon âme. Tu vois, c'est ça l'idée. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas voulu vendre mon âme au diable alors qu'on me l'a proposé. On me l'a même proposé avant lui. On ne veut pas sortir du sujet, mais j'ai eu l'offre. Cette offre m'a été faite dès, je vais vous dire, 2003. Voilà, dès 2003, on m'a fait l'offre de soumission, d'intégration, etc. Et j'ai pas voulu. J'ai pas voulu parce que, franchement, je trouvais que le jeu n'en valait pas la chandelle. Hein. Voilà, j'ai réfléchi. Hein. Et le truc de Liberati qui fait qu'il se sent quand même content de lui, c'est que parmi cette génération de mecs peu virils et qui n'ont eu comme destin que la trahison, compte tenu de l'époque et de leurs défauts de virilité profonde, finalement, il est un des rares dont le diable a bien voulu de l'âme. Et là, ça rejoint ce magnifique texte de Baudelaire qui est le joueur généreux, qui raconte un mec qui rencontre le diable, qui joue son âme avec le diable et il la perd. Afin de compenser la perte irrémédiable que vous avez faite de votre âme, je vous donne l'enjeu que vous auriez gagné si le sort avait été pour vous, c'est-à-dire la possibilité de soulager et de vaincre pendant toute votre vie cette bizarre affection de l'ennui qui est la source de toutes vos maladies et de tous vos misérables progrès. Jamais un désir ne sera formé par vous que je ne vous aide à le réaliser. Vous régnerez sur vos vulgaires semblables. Vous serez fournis de flatteries et même d'adoration. L'argent, l'or, les diamants, les palais féeriques viendront vous chercher et vous prieront de les accepter, sans que vous ayez fait un effort pour les gagner. Vous changerez de patrie et de contrée aussi souvent que votre fantaisie vous l'ordonnera. Vous vous saoulerez de volupté, sans lassitude, dans des pays charmants où il fait toujours chaud et où les femmes sentent aussi bon que les fleurs. Etc., 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 ajouta-t-il en se levant et en me congédiant avec un bon sourire. Si ce n'eût été la crainte de m'humilier devant une aussi grande assemblée, je serais volontiers tombé aux pieds de ce joueur généreux pour le remercier de son inouïe munificence. Mais peu à peu, après que je l'eus quitté, l'incurable défiance rentra dans mon sein. Je n'osais plus croire à un si prodigieux bonheur, et en me couchant, faisant encore ma prière par un reste d'habitude imbécile, je répétais dans un demi-sommeil « Mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, faites que le diable me tienne sa parole. » Vendre son âme au diable, ça veut dire que tu as les femmes, les honneurs et l'argent. Alors Liberati, bon, faut voir ce que c'est au niveau aujourd'hui du culturo-mondain, c'est de la gamine un peu moche, du pognon pas énorme, et de la gratification d'avoir un prix littéraire dont plus personne n'a rien à foutre. C'est pas le Renaudot de Céline, hein, c'est le Renaudot qui est passé par tellement de romans de deuxième zone, et c'est comme le prix Nobel aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, je sais que le rêve de celui qui est le grand concurrent de Liberati, mais dont l'autre ne veut pas, c'est Houellebecq. Parce qu'en fait, Liberati, il aimerait dialoguer avec Houellebecq, qui est quand même le grand écrivain de la génération. Mais Houellebecq, lui, ce qu'il vise, c'est le Nobel. De tout le reste, il a déjà eu, tu vois. Et là, il fait la gueule parce qu'on a filé le Nobel à Annie Ernaux. Je veux dire, c'est quand même de l'anti-littérature, à tout niveau, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que dans cet Occident effondré, dont toutes les valeurs sont inversées, tous ces fétiches qui pouvaient faire rêver même quelqu'un comme moi quand j'avais 25 ans, avoir le Goncourt, un mec qui avait le Nobel, tu vois, ça représentait quelque chose du temps même d'un peu d'Albert Camus, tu vois, même si quand on a l'épaisseur culturelle, ça me fait doucement rigoler même maintenant. Mais je veux dire, on n'en est plus là, quoi. Tous ces fétiches ne valent plus rien, ni le Goncourt, ni l'achat. Et donc l'autre, finalement, il se retrouve dans un univers culturo-mondain où il n'y a que des minables, des demi-putes, des marchands de coke, des nés, des seins refaits, et puis comme élite aristocratique, Proust était un juif qui décrivait l'élite aristocratique. Aujourd'hui, c'est Hanouna, hein, c'est Hanouna qui décrit Hanouna. Hein, faut voir où on en est. Alors si je veux finir sur le sujet, on va quand même parler sûrement du sujet de ces livres. En fait, ce qui est marrant, c'est que le sujet de Liberati, c'est, on va dire quelque part, l'idéalisation d'une certaine mondanité qui incarne pour lui et pour tous les mondains, et moi-même en tant que mondain je l'admets, le sommet de ce qu'a pu être la mondanité, c'est-à-dire les années 60, où il y a à la fois la jet set de la haute aristocratie internationale
et haute bourgeoisie totale, et en même temps l'élan de la branchitude années 60 avec les élites pop, tu sais, pop, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les hippies et les aristos qui fusionnent. Et ça donne la haute branchitude des années 60, et lui, son rêve, c'est de vivre cette période géniale pour les mondains, c'est-à-dire des parasites post-adolescents un peu immatures, faut reconnaître. Et en fait, ce qui lui permet d'en parler, c'est qu'il a vécu le dernier rebond de ce truc-là, qui a été les années Palace, dont il a un peu fait partie, comme moi d'ailleurs, et qui sont les années 80. C'est-à-dire qu'il a vécu un peu très jeune les années 80, et en fait, il était trop jeune pour pouvoir réellement en profiter d'une certaine manière. Il est dans la nostalgie de la grande époque de la branchitude. Et donc, il vend ça, il le revend systématiquement à des branchés aujourd'hui qui n'ont comme terrain mondain que des soirées avec des DJ, des dealers de coke. Enfin, il faut voir ce que c'est que la mondanité parisienne aujourd'hui. Parce que moi, déjà, quand je suis parti de ce monde-là, c'était déjà en bout de course, et je ressentais que ça valait plus la peine parce que c'était que du bidon. Il n'y avait pas d'ange, de figure héroïque, le charme avait disparu. Oui, il y avait, je ne vais pas parler, il y avait les gens de cette communauté qui détruisent tout, des dealers, des blackos de banlieue qui faisaient les malins, enfin, c'était vraiment de la merde. Et en fait, Liberati vend, avec sa petite légitimité de la branchitude 80, de la super branchitude années 60. Mais effectivement, c'est comment dirais-je, par rapport à la marche du monde actuel, un grand écrivain, c'est quelqu'un qui rend compte par la littérature de la complexité du monde présent dans toutes ses dimensions dramatiques et sérieuses. Or lui, quelque part, il est totalement sorti de cette possibilité qui est d'ailleurs beaucoup plus présente chez Houellebecq, de faire du grand roman. Hein. C'est pas Dostoïevski, c'est pas Tolstoï, hein, voilà. Et c'est même pas Proust. Mais c'est un petit maître des années 2020 qui nous vend des années 80 comme rebond des années 60. C'est là qu'on comprend que ça peut pas vendre grand-chose, même si c'est... en lire 20 pages comme ça à un moment de détente, j'ai rien contre, parce qu'il y a un peu d'humour, un peu de précision, un peu de culture, et puis surtout, comparé à la littérature femelle grande surface actuelle, effectivement, c'est de 3 niveaux au-dessus. Donc, je dirais, j'ai fini sur lui, et je veux dire, s'il est autant attaché à cette nostalgie, et s'il n'arrive pas à en sortir, c'est à cause de son manque de virilité, d'une certaine manière. Au lieu d'élever sa flamme adolescente à l'âge adulte, il est tombé un truc d'une nostalgie de vieil ado décrépit. Parce qu'il a ce côté, en plus, enfantin. Moi, je suis un archéologue amateur. J'ai une période très réduite, qui est les années, on va dire, la fin des années 60. Et la mort de Brian Jones, qui clôt l'épisode Stones de mon livre, a lieu 1 semaine ou 2 semaines plutôt avant la mort de Sharon Tate, qui a été l'héroïne d'un autre de mes livres, California Girls. Et c'est aussi sûrement une année où j'ai commencé à avoir des impressions du monde extérieur assez fortes. Et je pense que je vivais du côté du Café de Flore, pas très loin. Je marchais sur le boulevard Saint-Germain avec mes parents. Et je pense qu'à l'époque, il y avait quelque chose dans l'air qui était sûrement extrêmement séduisant et dont je me sentais un peu à la fois spectateur et éloigné. Et je pense que ça a été un des regrets de ma vie. Et c'est pas que je regrette, je suis nostalgique de cette période, mais je pense qu'il y a eu un effet de fascination. Un parasite mondain de 20 ans, ce qu'on appelle un pique-assiette branché, c'est assez sympa parce que c'est un gamin ou une fille de 20 ans qui est dans la légitimité et la fraîcheur. Mais tu vois le même à 45 ans, pique-assiette de vernissage, que ce soit une meuf ou un mec, vieillissant, ça fait vieille pute ou raté total. Donc c'est intéressant de voir Simon Liberati, de Soral à BHL, et du militantisme révolutionnaire chic, quelque part, à la soumission intégrale à BHL, et donc à l'idéologie dominante, dans ce qu'elle a de plus répugnante, c'est-à-dire l'empire du mensonge et le satanisme. Voilà. Et tout ça, je le dis, par manque de virilité profonde qui induit une fascination et une soumission et donc une perversion et une perversité. Vous voyez, on peut vraiment... il est important, je pense, de lier toujours la puissance morale à la puissance littéraire. Moi, je pense que si Céline est un très grand écrivain, c'est parce qu'il y a chez lui, même à en mentant sur lui-même, parce qu'en plus, il n'est pas narcissique, il y a un fond de morale très très profond chez Céline, son côté médecin des pauvres, son côté raconter la vie de ceux qui l'ont toujours dans le cul, montrer du doigt de manière méchante et ironique la petitesse des grands, etc. Je pense qu'il n'y a pas de grande littérature sans grandeur morale. Et je pense que, là, c'est ce que je dirais à Simon, tu ne peux pas être un grand écrivain parce que moralement, tu es quand même
petite merde, voilà. Et quelque part, tu es auto-puni. C'est-à-dire que moi, le destin de Simon me gêne pas. D'ailleurs, ça m'intéresse. Et je me dis, au moins lui, il a réussi à placer sa camelote. Et il y a Moix aussi, qui est beaucoup plus vulgaire et beaucoup plus laid, hein, beaucoup plus méchant, je pense, que Simon, qui est plus fragile et faible que méchant et teigneux. Et voilà, il y a quand même des hiérarchies. Dans le camp des vendus, là, il y a quand même, on fait des hiérarchies. Si je parle de ça, c'est que c'est très intéressant comme leçon de psychologie collective sur ce qu'on appelle le culturo-mondain, sur quelqu'un qui, comme moi, a fait tout le parcours. Hein. J'ai vécu la comédie humaine, hein. J'ai vécu Illusion perdue, voilà, je l'ai vécu intégralement. Et c'était l'occasion, effectivement, de reparler de tout ça, parce que ça a une vertu pédagogique, et c'est pas pour faire un règlement de compte. Je pense que, comment dirais-je, quand on est le chien de BHL, on est suffisamment puni comme ça. Je me sens pas du tout la nécessité, ni le besoin, ni même l'élan moral pour le faire. Je pense que chacun porte sa croix et il porte la sienne. Voilà. Oui, alors c'est un petit sujet annexe, parce que ça a été un gros sujet de discussion à l'époque, quand je discutais avec Simon Liberati de son premier roman, Anthologie des apparitions, je disais, tu as un énorme problème avec la ponctuation. Et moi-même, pour lui expliquer, et pour me l'expliquer à moi-même, parce que je le maîtrisais sans l'avoir théorisé, c'est ça la virilité intellectuelle aussi, c'est d'être capable de produire l'explication de ce qui est parfois implicite. Et donc j'ai produit pour Simon Liberati cette théorisation de la ponctuation qui, à mon avis, j'ai jamais lu nulle part. La ponctuation est quelque chose qui n'est pas une science exacte. Il y a des ponctuations qui nous semblent légitimes, d'autres qui nous semblent abusives, soit par surponctuation ou sous-ponctuation, et je n'ai jamais lu de traité de ponctuation.